Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS, la première de l'année 2024. Ça tombe bien puisque nous allons aujourd'hui parler de l'année politique, du calendrier politique qui va se dérouler tout au long de l'année dans la région. Et c'est important parce que cette année va être très politique. Il y a en tout et pour tout 8 élections qui vont se préparer, 8 élections nationales sur lesquelles je vais revenir. Mais il faut souligner que ces dernières s'inscrivent et viennent finaliser en fait un cycle électoral qui a démarré en 2021 en Amérique latine. Depuis 3 ans, cette région vit, disons, au rythme d'élections quasiment permanentes dans les différents pays qui sont situés sur le sous-continent. Et donc on a eu tout et pour tout 17 pays depuis 2021 qui ont vu s'organiser des élections avec des scénarios à chaque fois qu'on a analysés ici à l'IRIS et qui nous montrent bien et qui nous confirment ces dynamiques de volatilité, de fragmentation, de surprise électorales qui surgissent souvent dans les élections. Et donc on va continuer cette année à voir tout cela puisque ces 8 élections vont finaliser ce grand cycle électoral entamé depuis 3 ans. 8 élections, je vais vous les citer. Je vais m'arrêter sur une en particulier qui est la première dans l'ordre chronologique qui va arriver le 4 février. C'est évidemment l'élection au Salvador sur laquelle je vais revenir. Mais avant, pour vous dire que si le 4 février, les Salvadoriens et Salvadoriennes vont voter pour la présidentielle, mais aussi pour les élections législatives, on aura ensuite d'autres élections. On aura au mois de mai une élection très importante qui va se tenir au Panama, donc à l'isthme du Panama, à la jonction avec l'Amérique du Sud, ce sera le 5 mai. On aura également au mois de mai une élection dans la Caraïbe, en République dominicaine, le 19, qui va voir aussi s'affronter le président sortant et un ancien président dominicain. On aura au mois de juin, un peu plus tard, une élection, alors là, absolument capitale, puisqu'il s'agira de l'élection au Mexique, puisque le président Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO, termine son mandat de 6 ans, ne se représente pas, on ne peut pas se représenter au Mexique après un sextennat. Eh bien, il va y avoir la bataille entre 2 candidates très importantes, dont une issus du camp du président, qui vont s'affronter pour diriger cette deuxième puissance latino-américaine et qui est, pour le pire et pour le meilleur, si proche des États-Unis, comme dit la phrase bien connue. Donc ça, ce sera début juin au Mexique. Et puis, un peu plus tard, on verra cette fois-ci en Amérique du Sud se préparer 2 élections importantes. La première aura lieu en Uruguay, à côté de l'Argentine. Donc ce sera en octobre, l'Uruguay, où la droite sortante va se confronter à la coalition de centre-gauche qui aujourd'hui semblerait l'emporter. Donc on suivra bien sûr tout ça en Uruguay. Et puis enfin, je dirais l'élection que toute la région attend, et au-delà, au niveau international. Je parle bien sûr du Venezuela, dont une élection devrait se tenir au second semestre 2024, probablement en décembre. Mais à l'heure où j'enregistre, rien n'est confirmé, tout peut arriver au Venezuela, puisque ce pays au cœur, disons, de la géopolitique régionale, crise qui mobilise l'ensemble des gouvernements, mais également les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et la Russie, vit chaque semaine dans une sorte de scénario à rebondissement permanent. Aujourd'hui, on ne sait pas la date de l'élection, on ne sait pas qui sera candidat de manière formelle, et chaque jour, des tensions existent dans ce pays qui aujourd'hui ne permettent pas de savoir ou d'avoir une photographie bien claire de ce qui va s'y dérouler, mais normalement, cette élection devrait se tenir et clôturer ce grand cycle électoral dont je vais vous parler. Alors, on suivra bien sûr tout ça en Amérique latine, une région, comme nous le savons, qui est frappée par des dynamiques de crise multifactorielles, une situation économique difficile, une situation sociale encore plus difficile avec des phénomènes de pauvreté, d'inégalité qui sont de plus en plus importants dans la région, mais également désormais, nous le savons aussi, des problèmes qu'on nomme sécuritaires, mais qui sont en fait des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes qui renvoient à la fragilité des institutions des États latino-américains, mais qui renvoient aussi, je pense bien sûr, aux questions de criminalité organisée, de narcotrafic, qui se sont étendues dans toute la région latino-américaine depuis ces dernières années. On a vu récemment dans l'actualité le cas Équateur, mais qui nous renvoie aussi à des dynamiques qui ne concernent pas que les latino-américains, puisque la question des drogues touche la planète entière et que les principaux marchés de consommation de ces dernières ne sont pas l'Amérique latine, mais bien sûr les États-Unis et l'Europe.
Donc, une région qui est frappée par toutes ces dynamiques-là et qui donc va connaître les élections dont on vient de parler. Deux mots pour cette chronique, pour introduire en quelque sorte l'élection au Salvador. Un personnage a surgi dans ce petit pays centra-américain, c'est le plus petit pays centra-américain, le Salvador. En général, on connaissait de ce pays bien sa guerre civile entre 1980 et 92. On connaissait las maras, qui sont en fait les gangs qu'on connaît, les pandillas, comme on dit en espagnol, avec les deux plus connus, qui sont bien sûr la Mara Salvatrucha et le Barrio 18, qui sont insérés justement dans ces dynamiques criminels et liés au narcotrafic, également à la migration dans le cas salvadorien. On connaissait ce pays pour ça, mais maintenant on le connaît aussi pour son président, Nayib Bukele, 43 ans, qui va se présenter à un deuxième mandat. Au Salvador, les mandats, c'est 5 ans. La personne qui va être élue le 4 février ou le 3 mars, s'il y avait un deuxième tour, prendrait ses fonctions le 1er juin 2024, donc jusqu'en 2029. Le 4 février, on votera pour la présidentielle, pour la vice-présidence et l'Assemblée législative. Salvador, je disais, qui était connu pour ça, qui est connu désormais bien sûr pour être le pays avec le taux d'emprisonnement le plus haut du monde, depuis qu'en 2022, le président Nayib Bukele est devenu en fait mondialement connu, essentiellement pour sa politique dure de chasse aux maras et aux gangs, qui a abouti aujourd'hui à l'arrestation approximative de 65 à 70 000 personnes qui sont enfermées dans des méga-prisons qu'il a fait construire au Salvador pour lutter contre les maras de manière dure, avec des taux de mortalité, de criminalité qui ont baissé depuis qu'il a mis cet état d'exception, mais qui posent beaucoup de questions aujourd'hui, puisqu'on en voit un petit peu finalement les côtés sombres, c'est-à-dire les arrestations extrajudiciaires, peut-être les persécutions ou même pire, des meurtres extrajudiciaires. C'est en général les logiques que nous connaissons avec ce type de politique. Puis le fait que plein de gens, manifestement, le gouvernement lui-même admet qu'il serait 6 000 sur les 70 000 à avoir été emprisonnés de manière injuste, mais leur logique étant il n'y a pas d'omelette sans casser deux, eh bien voilà où on en est. Et évidemment, beaucoup de gens commencent à se préoccuper de ce qui se passe dans ce pays parce que les règles de droit de base ne sont pas ou ne sont plus appliquées. Et l'état d'exception, c'est aussi un pouvoir qui est donné aux forces de police, à l'armée, qui ont le droit de tuer sans permis, en quelque sorte, ou avec un permis de tuer, plus exactement, sans en référer à personne. Et on connaît ces logiques qui mènent souvent à des dynamiques d'escadron de la mort, etc., de paramilitarisation des pays, et aussi d'état de droit sévèrement bousculé. Et donc, c'est tout ça, le climat et le contexte pour lequel nous connaissons désormais M. Nayib Bukele, mais également pour sa tentative de faire de la crypto-monnaie la monnaie nationale, le Bitcoin salvadorien, avec un bilan plus que contesté aujourd'hui dans ce pays. Et son programme à Nayib Bukele, c'est de continuer sa recette, puisque son programme, c'est essentiellement de maintenir l'état d'exception, de continuer tout ce qu'il est en train de faire sur la question des maras, et également d'ouvrir plus l'économie salvadorienne aux investisseurs internationaux, en particulier avec les investisseurs chinois, par exemple, qui prennent une place de plus en plus importante au Salvador. C'est quelqu'un qui est très libéral sur le plan économique, mais qui est assez conservateur sur le plan des mœurs, des questions sociétales. Le poids de la religion est assez fort derrière lui. Et donc, il est aujourd'hui manifestement en tête très largement. Les enquêtes d'opinion donnent, alors elles sont assez étonnantes, parce qu'elles donnent entre 57 et 82% pour M. Bukele au premier tour, dès le premier tour, ce qui voudrait dire qu'il écraserait la concurrence. Cette dernière est représentée par 4 candidats qui sont entre 4, 6, 7% des intentions de vote. Le premier d'entre eux s'appelle Manuel Flores. Il est du Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, qui est en fait le parti de gauche, de centre-gauche historique salvadorien, qui a réuni à l'époque les guérillas pendant la guerre civile et qui est aujourd'hui le parti de centre-gauche, duquel a été adhérent d'ailleurs M. Bukele dans sa jeunesse, quand il a été élu maire une première fois à Nuevo Cuscatlán, et puis ensuite en 2015 quand il a pris la direction de la ville de San Salvador, la capitale, avant d'être exclu de ce parti en 2017. Il concourt avec le parti Nuevas Ideas, désormais le président sortant. Mais son premier concurrent, si j'ose dire, avec 4, 5, 6, 6% des voix pour le deuxième tour, c'est M. Manuel Flores du FMLN. Donc, alors, aujourd'hui, tout indique que M. Bukele va diriger le pays pour ces 5 prochaines années, dans un contexte où Salvador a une économie essentiellement basée sur l'exportation de produits agricoles, de matières premières faibles,
avec à peu près un tiers, un peu moins 27% de la population qui est pauvre. Et ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que cette fois-ci, ce n'est plus les questions de délinquance ou d'insécurité qui sont la première préoccupation des Honduriens, des Salvadoriens et Salvadoriennes, d'après les enquêtes d'opinion, c'est les questions sociales, les questions économiques, les questions de chômage, qui sont des questions évidemment qui traversent encore une fois l'ensemble de la région. Et c'est donc ça les attentes manifestement de la population aujourd'hui, plus que la question de la criminalité et de la délinquance. Donc nous suivrons tout ça et le bilan très bientôt.